Parfait. Donc, Kevin, bonjour. Bienvenue sur le live Twitch. Comment ça va, Kevin? Eh ben écoute, ça va super, ça va super. Bon, un petit peu la crème, mais écoute, on fait aller, hein, toujours dans les projets. Je sais pas si tu vois mon écran là du coup. Alors là, pour l'instant, oui, je peux... tiens, hop, regarder le stream. Je vais appuyer sur regarder le stream. Là, du coup, on va... Oui, là, c'est bon. Donc, j'ai partagé ton écran. Ok, ok, super. Euh... Ben écoute, nickel. Ben, tu me dis quand tu veux qu'on commence. Je Oui, sais pas si alors, t'es. exactement. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, du coup, Kevin va nous présenter un petit peu le projet, donc le projet Afterland. Ensuite, suite à ça, les amis, si vous avez des questions, vous pourrez les poser déjà dans le chat et Sophie va les lister. En fin de partie, en fin d'AMA, on va pouvoir, et voilà, Kevin va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport au jeu, aux dates de sortie, peu importe. C'est vraiment le bon moment pour poser toutes vos questions. Donc on va pas couper la présentation, hein, donc on va laisser vraiment Kevin présenter le projet. Et puis suite à ça, il va pouvoir répondre à vos questions. Kevin, c'est à toi. Ouais, donc je vais. Donc il y a pas mal de slides. Tu m'as dit que j'avais 30 minutes à peu près, c'est ça? Oui, exactement. Le son, je pense que c'est bon. Ouais, le son, ça doit être bon. Oui, à peu près 30 minutes, exactement. Ok, bon, mais écoute, super. Donc, je me présente, voilà, je suis Kevin Nicas, donc le gérant de la société Immersion Studio. Donc, on est un studio qui développe des jeux vidéo initialement en réalité virtuelle, donc destinés aux parcs de loisirs. Donc, on a 15 centres en France qui exploitent nos jeux, nos contenus. Donc, en fait, on est une licence de marque, c'est-à-dire que tous les centres qui ouvrent des, euh, des centres de réalité virtuelle et qui exploitent nos jeux doivent s'appeler Immersion. Donc on en a une quinzaine en France. Donc ça se passe d'ailleurs, ça se passait plutôt bien jusqu'au Covid, qui nous a tous touchés en 2020. Et donc à ce moment-là, avec la conjoncture sanitaire, la VR c'était beaucoup moins porteur. Et on a décidé donc de bifurquer vers des jeux plutôt au support PC. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé Afterland. Donc c'était déjà il y a pratiquement 2 ans. C'était il y a à peu près 18 mois. Enfin à peu près ouais c'est ça. Et donc on a commencé le jeu. Le jeu initialement était dédié sur le marché Steam, donc PC et Switch. Donc à la base, on n'était pas tout ça pour dire qu'on n'était pas issu vraiment de la partie blockchain. On s'est vraiment intéressé à partir de juin 2021, mais on n'était pas des férus de la blockchain. Nous, on est vraiment issus du jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt privilégier l'expérience gameplay plutôt que le business, le rendement, etc. Ça, nous, on est vraiment sur l'expérience. On dit toujours l'expérience en réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment ce qu'on privilégie. Donc, nous, on construit des jeux avant tout, et le but, c'est vraiment de créer du fun pour les gens. Donc là, j'ai présenté rapidement. C'est bon, mon écran, vous le voyez? Oui, c'est parfait. Tout est beau. Ouais, tout est beau. Super. Donc là, Immersion Studio. Donc ça, c'est quelques jeux qu'on a réalisés pour les centres de loisirs. Donc, on nous retrouve dans les bowling, les laser games, les escape games, des cinémas, etc. En France, on a aussi 2-3 centres en Espagne. Donc voilà. Par rapport à l'équipe, donc on est à peu près une dizaine de personnes. On est 8 dans nos studios, et il y a aussi des personnes qui travaillent en télétravail et des freelances. Donc on est une dizaine à peu près qui développent le contenu, et on tend à se développer. Et on espère que Afterland sera porteur pour nous. Donc Afterland, qu'est-ce que c'est? Bon, j'espère que vous savez un petit peu de quoi on va parler quand même si vous êtes sur le live. Mais donc Afterland, c'est un jeu blockchain, un roguelite, comme on appelle. Un roguelite, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on a une seule vie pour terminer le jeu. C'est-à-dire que quand on va lancer la partie, il faut qu'on tente de survivre le maximum pour aller au bout du jeu. Ça ressemble un petit peu aux machines d'arcade qu'il y avait à l'époque. Ça s'en est inspiré d'ailleurs. Et donc, on a une seule vie pour atteindre l'objectif final. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque partie, le jeu il va évoluer. C'est-à-dire on va rencontrer de nouveaux ennemis, de nouveaux donjons, on va rencontrer de nouveaux bonus. Et en fait, on a une partie qui va évoluer comme ça. Donc, je vais vraiment rentrer dans les détails, hein. C'est vraiment pour expliquer le concept roguelite. Mais voilà, donc c'est un jeu, on a une vie, il faut le terminer.
Et si on meurt, on recommence, mais à chaque fois qu'on va recommencer une partie, le jeu va être différent. Donc ça, c'est pour le côté roguelite. C'est un FPS, donc un first person shooter. Donc c'est un jeu un jeu de tir à la première personne. Bon, si vous avez vu les teasers, vous comprenez de quoi on parle. Et c'est un jeu multijoueur social. C'est-à-dire qu'on peut jouer en coopération. Il y a aussi du PVP, on va en parler. Et il y a aussi une partie un petit peu plus commerce, qui est partie intégrante, étant donné qu'on est sur un jeu blockchain. On est là aussi pour faire de l'argent. Play and earn. Donc on va en parler aussi. Mais donc du coup, roguelite, FPS, multijoueur. Voilà. Donc ça, c'est les grands axes de notre jeu. Donc là, ça explique un petit peu ce que j'étais en train d'expliquer. Donc le jeu se construit autour de 3 axes. Le PVE, qui est très important, c'est notre bloc principal. C'est sur ça qu'on avait construit le jeu. Le PVE, c'est player versus environnement, donc survie, live your fun. Donc en gros, on va arriver dans un open world, une grande map, pour résumer. Il va y avoir plusieurs mondes. Et au fur et à mesure, on va devoir affronter de nouveaux ennemis, on va trouver de nouvelles armes, on va essayer de s'améliorer et on va essayer d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Je précise qu'à chaque fois qu'on commence une partie, on est quasi nu et c'est vraiment, on trouve notre équipement au fur et à mesure qu'on avance. Excusez-moi. Donc PVP, bon player versus player. Donc ça c'est un bloc qui va arriver en second temps. Donc on va parler roadmap après. Mais le bloc PVP arrivera, le bloc PVE. Là, le jeu sera déjà lancé que le bloc PVP arrivera après. Et la partie build. Donc ça c'est tout ce qui touche à la construction du lobby. C'est-à-dire que on va expliquer d'ailleurs après. Mais pour illustrer, les joueurs ils vont pouvoir acheter des maisons et ils vont pouvoir y mettre leurs machines qui vont leur permettre de crafter des ressources, de les revendre à d'autres joueurs et aussi de fabriquer des équipements pour être le plus fort possible, que ça soit sur la partie PVP ou PVE et aller de plus en plus loin dans l'aventure. Et donc il y a tout un système économique qui est construit autour de ça. Au niveau de la roadmap, donc avec la conjoncture, c'est-à-dire la crise au niveau du Bitcoin, Terra Luna qui s'effondre, le marché NFT qui est un peu plus court aussi, j'ai choisi de décaler la roadmap de 3 mois, donc par rapport à ce qui était annoncé initialement, parce que contrairement à beaucoup de projets, nous on n'a pas qu'un seul white paper, on démarre pas qu'avec un white paper, on a aussi un jeu qui est financé derrière depuis plus d'1 an, pratiquement 2 ans, donc on peut pas se permettre de partir sur un marché qui est un peu trop court. C'est pour ça que j'ai choisi de décaler le projet de 3 mois. Donc, pour résumer les grandes lignes, Q3, donc Q3, ça sera autour de septembre. Il y aura l'ICO. Donc, l'ICO et les publics saillants suivants. Donc, qui seront listés sur différents launchpads. Q4, ça va être le lancement de la bêta. Bêta fermée, hein, donc via accès waitlist, etc. Donc nous, ça sera très important, ça permettra de débugger et d'affiner le modèle économique pour pas avoir trop d'erreurs. Ça sera aussi l'étape du mint. Donc le mint va arriver quand même, je pense, 2-3 semaines. On va voir, mais normalement, il va arriver 1 mois après l'ICO. Mais tout ça, ça reste à affiner. Ça, c'est un plan qui reste à affiner. Nous, ce qui est important, c'est qu'on ait suffisamment de membres actifs pour savoir quand on est prêt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donner une date exacte, sachant qu'on ne sait pas trop comment le marché va se comporter, ni l'audience qu'on va avoir, enfin à quelle vitesse on va acquérir de l'audience, c'est toujours un petit peu spéculatif, mais c'est quand même un ordre d'idée. Q1 2023, donc le lancement de la bêta ouverte. Donc ça permettra à tout le monde de tester le jeu et ensuite le lancement officiel du jeu, donc en Q2 2023. Donc le jeu il sera disponible sur PC et Mac et à terme, je pense que ça va prendre plusieurs mois, je pense 6 mois à peu près, le jeu sera disponible sur mobile. Étant donné qu'on veut qu'il soit free to play, je pense que le mobile c'est le meilleur vecteur pour attirer du monde, pour faire connaître le jeu au maximum. Et même par rapport à notre plan économique, c'est très important. Donc là, ce que j'ai fait, alors ça c'est donc je vais vous présenter le jeu via une interface qui est complètement qui est complètement schématique. C'est pas du tout l'interface officielle, c'est quelque chose qui a été extrait de notre cahier des charges, donc ça relève pas forcément le design final, même pas du tout. Là, c'est juste pour vous expliquer les différents menus. À travers les différents menus, je vais essayer de vous expliquer le jeu. Donc là, par exemple, on va commencer par démarrer une aventure, puis après on va aller de menu en menu, et comme ça, vous comprendrez un petit peu le contour du projet. Donc, on va commencer comme ça. Donc, démarrer une aventure. Quand on clique sur démarrer une aventure, donc c'est pour lancer le mode PVE, on arrive sur une interface où on peut choisir 3 poules, bronze, argent, or.
Et donc ça, c'est un élément primordial par rapport au jeu. Je ne sais pas si les gens ont déjà lu ce que je vais expliquer, mais ça, c'est vraiment la partie intégrante du jeu. C'est-à-dire que le jeu, en fait, se base sur un équilibre entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Par exemple, si je choisis la poule argent, donc entre les 3 poules, je choisis la poule argent. Donc je lance ma partie, PVE, donc je contre l'environnement, je lance la poule argent, et donc du coup, le jeu me dit, il va falloir que je dépasse 50% des joueurs pour pouvoir gagner de l'argent. C'est-à-dire que cette poule-là va être financée par 50% des perdants. C'est-à-dire que tous les joueurs qui vont arriver en dessous de 50% vont financer les récompenses de ceux qui vont gagner. Ok ? Donc voilà, je vois venir me dire ouais, ça va être difficile de gagner, etc. Je vais expliquer que pas tant que ça. Il y a d'autres poules. La poule bronze, par exemple, là, il suffit de dépasser 20% des joueurs qui perdent. Donc ça veut dire qu'on a 80% de chances de gagner. Par contre, on va gagner beaucoup moins parce que c'est financé que par 20% des joueurs qui perdent. Mais du coup, comme ça, on évite un système Ponzi. On est sur un système équilibré. La valeur, on sait d'où elle vient des joueurs. On a une redistribution qui est légitime. Donc du coup, une fois qu'on a choisi sa poule, on peut partir en x1, x2, x10. Évidemment, plus on mise, plus on gagne. Donc ça sera proportionnel. Il y a des gens qui peut-être qui auront investi dans le jeu, qui auront peut-être des équipements un peu plus forts que les autres, qui auront crafté des machines, qui seront crafté des super équipements, etc. Eux, ça sera peut-être intéressant de jouer carrément en or, en x10. Et donc là, du coup, on espère avoir des rendements hyper intéressants. Voilà. Donc là, bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, on n'a pas forcément le temps, mais du coup, ce que j'expliquais, c'est que 50%, là, c'est un exemple pour la poule argent, mais c'est ceux qui financent, c'est les perdants qui financent les récompenses des gagnants. Ok ? Si jamais on n'a plus d'énergie, c'est possible aussi, on peut accéder à une free game qui est dans une pool un petit peu basse récompense, mais qui est financée, j'expliquerai comment. C'est une pool basse fréquence et tous les jours, on a une partie offerte. Et on pourra gagner des tokens même si on si on veut pas miser de l'argent ou on veut complètement jouer en free-to-play. Le jeu est complètement accessible en free-to-play, je vais vous expliquer après comment. Mais voilà. Donc du coup, le monde PVE, il se construit en plusieurs mondes. Donc c'est-à-dire qu'au début, vous allez arriver dans le monde canyon, ensuite vous allez arriver dans le cimetière, ensuite vous allez arriver dans la jungle, et ensuite vous allez arriver dans le monde 4. Pour aller d'un monde à l'autre, il va falloir que vous surviviez, donc il va falloir vous arriver complètement un petit peu à poil dans le monde. Il va falloir trouver des armes, il va falloir trouver des potions, des munitions, etc. Et donc on le voit un petit peu dans les teasers, et il va falloir se défendre contre le monde. Il va falloir se défendre et comme ça, vous allez pouvoir après évoluer. Donc, une fois que vous avez fait ce qu'il faut dans le monde, vous allez affronter le boss, vous allez pouvoir passer dans le monde 2, 3, etc. Donc ça, c'est quelques images de la map Canyon que vous avez déjà vu, je pense, en bande-annonce. Donc là, on voit par exemple, on voit ma souris ou pas, Nicolas? Oui, c'est parfait. Ok. Donc là, on voit par exemple des camps. Donc là, on voit ici une sorte de camp un petit peu à ciel ouvert. Là, on voit plutôt un temple. On voit aussi un volcan. Là, on voit une zone d'explos. Pourquoi je monte le volcan? Parce qu'en fait, le jeu, ce qui est important de comprendre, c'est que plus vous allez rester sur une map, sur un monde, le jeu va devenir agressif. C'est-à-dire que les ennemis vont devenir de plus en plus forts et le terrain va devenir hostile. Par exemple, le volcan qu'on voit, il va se mettre à cracher du feu, il va commencer à y avoir des tornades, du brouillard, et donc il va falloir aller vite. Il va falloir aller vite pour pas se faire défoncer par les ennemis et par la map. Le volcan qu'on voit, il va se mettre j'ai pas le mot, en éruption, c'est mieux. Et donc là, le volcan, on le voit, mais dans la map cimetière, il va se passer d'autres choses dans la map d'après et dans la map jungle aussi. Donc il va se passer comme ça des choses aussi. Donc ça va être hyper intéressant de continuer à jouer, de voir ce qui va se passer. Est-ce que je choisis de grind un petit peu, d'aller farmer ce qui reste, ou est-ce que je choisis de sortir? Voilà, il y aura une stratégie à faire ça aussi. Donc là, c'est une vue de dessus de la map Canyon. Donc on voit qu'il y a des zones majeures et des zones mineures. Les zones majeures, c'est essentiellement là où il y aura les cristaux de puissance à récupérer. Parce que je vous l'ai pas dit, mais pour passer d'un monde à l'autre, il va falloir récupérer des cristaux de puissance. Donc ces cristaux de puissance, on les voit ici là. Ils sont matérialisés par des halos bleus. Donc ça nous indique clairement où il faut aller. Mais vous doutez bien qu'ils sont gardés par des boss, par des ennemis, qu'il y a des donjons, etc. Derrière. Et donc ils sont cachés dans des zones majeures. Les zones mineures, c'est plus des zones d'explos où il y a des coffres, des petits trucs à trouver, etc. Et il y a aussi des zones qui sont accessibles uniquement via des clés, donc des clés qu'on peut crafter via des machines, et qui sont complètement verrouillées si on n'a pas la bonne clé pour y aller. Et donc là, évidemment, il y a plein de récompenses, il y a aussi des ennemis qui varient un petit peu.
qu'il faut comprendre, je cherche un mouchoir, j'en ai pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les zones qu'on voit ici, elles sont interchangeables. Par exemple, les zones majeures, les zones mineures, toutes ces zones sont construites en blocs et que d'une partie à l'autre, les blocs vont évoluer. Par exemple, là, dans la zone majeure, vous voyez une sorte d'arène, ben, ça peut être une tour la prochaine fois, ça peut être une mine, ça peut être un élément différent. Et comme ça, le jeu, à chaque fois que vous allez lancer une partie, il va y avoir des ennemis qui vont être un petit peu différents, il va y avoir aussi d'autres zones qui vont apparaître et ça va vous permettre d'avoir une expérience complètement différente d'une run à l'autre. Et ce qui va être aussi plus intéressant à tryharder le jeu. Donc ça, c'est des éléments que vous pourrez trouver sur la map. Donc il y aura, à chaque fois que vous allez tuer des ennemis, vous pourrez récupérer des ressources. Donc ça sera pas du token, ça sera une monnaie uniquement pour la run et qui vous permettra d'acheter des armes, des potions, des bonus. Donc les armes, donc on en a vu un petit peu. Donc là, il y a des marchands d'armes. Les potions, bah, c'est du heal, hein, ni plus ni moins. Et les bonus, ce qui est intéressant, on n'en a pas trop parlé non plus. Il y a à peu près 130 bonus dans le jeu. On va le voir juste après. Voilà, il y a à peu près 130 bonus dans le jeu. Bon, là, c'est un Excel, ça fait très très peur. Je vous le montre juste pour montrer qu'il y a des choses. Il va y avoir 130 bonus dans le jeu et ça va vous permettre d'avoir des avantages différents. C'est-à-dire qu'il y a des bonus qui vont vous permettre d'avoir plus de dégâts, plus de vitalité, plus de protection, peut-être d'invoquer un allié, etc. Il y a plein de bonus différents. On peut zoomer rapidement pour voir ce que ça donne. Voilà, ça va augmenter les coups critiques, les dégâts de l'arme. Voilà, il y a tout un tas de bonus qui vont faire que vous allez avoir une expérience différente. Et il y a aussi des bonus sur les armes qu'on va appeler affixes. Donc là, c'est ce qu'on voit. Bon, l'interface est très très moche. On est en dev mode, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de développer le jeu, de le tester. C'est pas fait normalement pour être regardé. Mais là, on voit juste que par exemple, il y a une affixe sur une arme. Et donc du coup, chaque arme comme ça va avoir un certain nombre d'affixes et va être complètement différente d'une arme à l'autre. Voilà. Et donc, des affixes, il y en a une centaine aussi qui ont été développés pour le jeu. Et comme ça, voilà, ça va vous permettre d'avoir plein d'armes différentes avec les affixes et d'avoir une forte rejouabilité aussi, sans jamais s'ennuyer, de chercher la meilleure composition par rapport à... Parce que, évidemment, bon, on va en parler un peu plus tard, mais vous pouvez avoir des cartes d'équipement qui vous donnent certains avantages. Donc, et donc, en fonction, on va essayer d'aller chercher les bons affixes, les bons bonus, etc. Donc, il y a tout un système de construction de personnages qui se fera durant la partie. Donc ça, c'est les armes canyon qui ont été développées. Donc on en a vu certains dans les teasers. Bon, je ne vais pas rentrer trop en détail, si ce n'est que les armes, chose qui n'était pas précisée, les armes ont des dégâts élémentaires. Donc il y a des armes normales, il y a des armes électriques, des armes qui tapent feu, eau, glace, etc. Et du coup, ça a une incidence sur les ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui ont aussi des résistances de différents éléments, eau, feu, terre, etc. Et qui ont aussi des faiblesses. Donc du coup, il y aura la bonne arme à avoir contre un boss, contre un ennemi, etc. Donc il y aura aussi une stratégie à mettre en place par rapport à ça. Donc là, on voit les armes cimetières. Bon là, elles n'avaient pas été révélées précédemment. Bon, je ne vais pas trop épiloguer dessus parce qu'il faut quand même qu'il me reste du contenu pour les prochains lives. Bien que celui-là, je voulais quand même l'étoffer suffisamment pour que vous compreniez le cœur du projet. Donc voilà, donc là, il y a différentes armes cimetières. Donc il y a du shotgun, il y a du lance-roquette, du fusil d'assaut, du lance-grenade, de l'arbalète. Il y a vraiment, on a essayé de viser très très large en termes de fun. Et surtout, vous allez voir, il y a des armes complètement décalées. Par exemple, là, le crâne, à chaque fois qu'on tire, il a les yeux qui tournent, etc. Vous allez voir, on s'est fait plaisir au niveau des animes et du feeling. Donc là, c'est quelques images de la map cimetière. Donc la map cimetière, tout à l'heure, on a vu la map canyon. La map cimetière, elle est en cours de développement, hein. Donc là, c'est une phase blocking, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on place les blocs du jeu, on teste avec des ennemis et on voit si ça fonctionne. Et après, on passe à la phase graphisme. Donc là, on voit que tout est en construction. Donc là, on a l'intérieur d'un château. Ici, on voit une ville qui va ressembler à une énorme déchetterie. Donc là, on voit qu'il y a des ponts, etc. On va pouvoir entrer dans les maisons, rencontrer des ennemis, etc. Donc là, on a une ville qui est plutôt en hauteur avec un phare en haut. Voilà, là, ça sera une zone un petit peu avec une église. Bon, je vais pas trop en dévoiler pour pas gâcher la surprise des autres fois. Mais voilà, ça c'est une phase blocking. Donc c'est pour vous montrer aussi où on en est. La map canyon, on est à peu près fini. Donc il reste quelques ajustements. Là, on est passé à la map cimetière. Et après, il nous restera la map jungle pour que le jeu sorte en bêta. Donc là, chose que j'ai pas forcément trop parlé, bon, c'est des screens qui sont amenés un petit peu comme ça, aléatoirement, mais c'est surtout pour vous montrer, il y a des armes, il y a des bonus, et il y a aussi des grenades. Les grenades, on les voit ici, ça va être des éléments qu'on lance, comme des grenades, sauf que derrière, il va se passer quelque chose quand on va lancer. Par exemple, ça peut invoquer un golem, ça peut invoquer un requin spectral, ça peut invoquer
une plante carnivore, ça peut donner du heal, ça peut donner des boosts, ça peut faire des dégâts de poison. Enfin, en tout, il y a une quarantaine de grenades qui ont été développées, ça peut invoquer des tourelles aussi, et ça va vraiment participer à la stratégie du gameplay. Nous, comme je le redis encore, on a vraiment consacré toute notre énergie sur l'expérience joueur parce que je pars du principe que pour qu'il y ait un avenir au play to earn, il va falloir que les gens s'amusent, que ce soit pas juste du click to earn et que ça soit juste un prétexte à stacker de l'argent sur un jeu et de cliquer en prétextant que ça s'appelle un jeu. Pour moi, pour que le marché il évolue, il faut vraiment que les jeux soient fun et qu'on n'ait pas le sentiment de travailler à chaque fois qu'on joue. Et c'est vraiment sur ça qu'on a basé le jeu. Donc là, on va enchaîner. Donc là, c'est si je clique sur la partie profil. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais cliqué sur démarrer une partie. Là, je vais cliquer sur profil. Ok, pour comprendre un petit peu le sens de la présentation. Bon, toute l'interface, elle n'a pas été développée. Hein. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est des images extraites de notre cahier des charges. Ça reflète pas la réalité. Parce que nous, en termes de développement, pour vous expliquer, on développe le bloc PVE en premier. Ensuite, on va développer la partie build qui est déjà en cours. Les interfaces, le son, ce genre d'éléments, c'est vraiment ce qui arrivera à la fin quand on sera sûr que rien ne bougera, etc. C'est pour ça que là, bon, c'est quelque chose d'un petit peu arbitraire, mais c'est quand même pour vous expliquer de quoi on parle. Du coup, quand on ira dans profil, on aura donc des consommables, des équipements cartes, des skins et emotes. Les consommables, pour faire dans l'ordre, c'est des éléments qui vont pouvoir être fabriqués par des machines ou être achetés via l'HDV. Et ça sera par exemple des munitions, des potions, des clés pour ouvrir des coffres, etc. C'est tout ce qui va être fabriqué dans votre lobby et qui sera utilisable pendant la run. Voilà, donc on peut équiper jusqu'à 4 consommables actifs. Donc ici, c'est notre inventaire en fait, hein, sur le côté. Et on pourra drag and drop comme ça nos divers consommables. Donc il y a des potions évidemment. Il y a les machines, ça va fabriquer pas qu'un seul type de potion. En fonction des matériaux qu'on utilise, on pourra fabriquer des potions plus ou moins fortes, qui donnent plus ou moins de buffs, des résistances, etc. Idem pour les munitions et idem pour les clés. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des clés qui permettaient d'ouvrir certaines zones cachées, etc. Il y aura des coffres en argent, des coffres en or, etc. Donc il y a plein de choses à découvrir. Mais bon, on va pas tout dévoiler non plus. Les équipements card, donc ça, c'est des équipements qui sont pas consommables, donc qui sont des éléments permanents, on appelle ça. C'est-à-dire que une fois que vous l'avez sur votre personnage, il sera pas détruit après la run. Donc ça va être des bonus qui seront permanents pour votre personnage. Par exemple, on va les montrer juste après. Hein. On va les montrer juste après. Je vous expliquerai, mais c'est des bonus permanents pour votre personnage que vous pourrez améliorer en niveau. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire le nerf de la guerre. Hein. Vous allez pouvoir construire un build en fonction de ça, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, il y aura des skins, comme dans Fortnite, hein, des skins, des émotes, des animations. Étant donné que la partie sociale est très importante, on va le voir avec la partie lobby. Il y a la partie PVE, PVP, mais il y a la partie lobby aussi, avec une fonction sociale qui sera très importante. Donc les émotes aussi ont tout un intérêt. Et ça sera aussi important pour la partie PVP, si on veut dire mets-toi là, fais attention, etc. PVE. Donc les talents. Donc là. Bon, c'est un tableau. Normalement, dites-vous que chaque encart sera une carte NFT. D'accord? Donc ça sera des dommages des armes, ça sera une carte NFT. On pourra la monter, cette carte NFT, du niveau 1 jusqu'au niveau 4. Et en fonction, elle aura des dommages qui vont évoluer. D'accord? Pareil, donc ça, c'est les armes élémentaires. C'est différent pour les dommages parce qu'il y a les dommages globaux aussi. On va pas rentrer dans tous les détails techniques. Le live va durer 2000 ans sinon. Mais du coup, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y aura différentes cartes d'équipement en fonction de la spécialité qu'on veut développer. Par exemple, DPS, protection, utilité, combo. Et en fonction, on choisit les cartes qu'on veut mettre. Et ça nous permet d'avoir un build un petit peu différent. Donc là, on peut en mettre que 2 par classe. Mais ça permet vraiment d'avoir un build original à chaque partie. Et de pouvoir se faire plaisir et d'aller chercher les armes qui vont bien aussi pour ce build le meilleur stuff. Voilà. Je vais pas trop épiloguer dessus, ce sera sûrement l'objet d'un prochain live, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, c'est important de comprendre ça. Et donc ces cartes-là rentreront dans les équipements actifs. Donc ensuite, si je clique sur lancer un match PVP, donc ça c'est vraiment le bloc qui viendra tout à la fin. On va pas trop épiloguer dessus, je vais juste vous dire qu'il y aura 2 ligues, une ligue free-to-play et une ligue où il faudra payer avec des récompenses à la fin. Donc en fait, pourquoi il faudra payer? Parce que c'est le paiement qui sera qui sera les récompenses à la fin en fonction du classement des joueurs. Mais voilà, je vais pas trop rentrer dessus, étant donné que pour être totalement transparent, on n'a pas alors j'ai expliqué les règles, mais on n'a pas continué, on n'a pas démarré le développement sur la partie PVP. Là, on est vraiment focus sur la partie PVE et lobby. Voilà.
je viendrai au moment dessus. Et pour pas que le live dure trop longtemps aussi. Donc là, si je clique sur la partie hôtel de vente, donc là, c'est un hôtel de vente classique. Hein. Ça nous permet de voir les différents consommables et matériaux qu'on va pouvoir vendre, de voir un petit peu l'interface. Bon, l'interface est schématisée, comme je vous l'expliquais. Machines, collectables, cosmétiques, décoration, lobby. Voilà, c'est du classique. On va pouvoir filtrer, voir les résultats, etc. Voilà, donc ça sera un hôtel de vente qui sera dédié au jeu. Ça sera pas une marketplace qui sera sur OpenSea, etc. On va créer une marketplace pour le jeu. Donc, trouver un associé. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Il y en a beaucoup qui m'ont mentionné, est-ce qu'il y aura du Scholar, etc. Et oui, clairement, c'est clairement intégré au jeu. Et donc, du coup, bon, cette partie, j'espère, je vais pas vous perdre. Mais donc, pour résumer, quand on clique sur trouver un associé, ça va nous permettre de trouver quelqu'un qui va financer une partie de nos parties pour pouvoir jouer gratuitement au jeu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que le jeu peut être complètement free-to-play. Déjà parce qu'il y a une partie free game tous les jours. Et puis ensuite, si vous trouvez des associés, ben, vous allez pouvoir trouver des gens qui payent vos parties et vous jouez pour eux. Et en contrepartie, vous leur donnez des royalties. D'accord? Donc, quand vous cliquez sur consulter les annonces fournisseurs, qu'est-ce que c'est un fournisseur? C'est quelqu'un qui fournit les portails pour jouer. Les portails, ce qu'on disait, c'était or, bronze, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui va miser pour vous. Donc là, on peut consulter les fournisseurs qui cherchent des associés. Donc, les gens mettront leurs conditions, le pourcentage de fees, le taux de victoire. Voilà, parce que si vous êtes très mauvais, vous doutez que ça va être plus compliqué de trouver un associé. Donc, ça sera des stats visibles par les personnes qui fournissent des portails. Ils pourront aussi définir dans quel pool vous pourrez aller, bronze, argent, x1, pour éviter que vous partiez en x10 alors que il voulait que du x1 parce que voilà, c'est pour sécuriser. Et il pourra aussi limiter le nombre de parties par jour parce que c'est quand même lui qui finance la trésor, donc il faut quand même pouvoir définir un cap. Voilà. Donc voilà globalement les critères. Et donc là, c'est les demandes d'association de la part des fournisseurs de portail. Et là, c'est la même chose. Donc si on veut déposer une demande d'association, donc là, on se place en tant que fournisseur, on inverse. Là, c'est la même chose. Donc on peut sélectionner la pool, la mise, les fees, le nombre de parties par jour, le classement du joueur, etc. Et écrire une remarque si on veut. Excuse-moi. Comment? Excuse-moi, j'ai une question qui me vient. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est possible de choisir une personne en particulier pour être notre Scholar ou notre fournisseur? Tout à fait, oui, tout à fait. Parfait. Ça sera complètement possible. Il y aura d'ailleurs un système d'amis, etc. Donc, ça sera complètement possible. Mais c'est une bonne question. Donc, voilà. Donc, là, pour vous expliquer un petit peu, c'est j'affiche quand je clique sur le bouton, quand le bouton est vert, c'est comme si je cliquais dessus. Hein, ok. Voilà, c'est juste pour la clarification. Tout n'est pas sur la même page, mais bon, j'ai choisi de tout regrouper sur la même page pour que ça soit un peu plus clair et qu'il n'y ait pas 50 slides non plus. Donc là, si j'ai des fournisseurs sélectionnés, voir mes fournisseurs, donc là, je verrai mes fournisseurs actifs. Je peux aussi les désactiver. C'est important d'avoir plusieurs fournisseurs parce que, en fait, si ils m'autorisent à faire 2 parties, ben, si j'ai 6 fournisseurs, ben, je peux faire 6 parties. Donc, c'est important d'avoir plusieurs. Je peux je peux choisir mon fournisseur actif et ça me permet de savoir pour qui je vais jouer, de le désactiver après, en attente s'il n'y a plus de parties, etc. Pareil pour les personnes qui fournissent les portails, donc on appellera ça des associés. Eux pourront voir aussi avec qui ils travaillent, donc ça sera des associés actifs. Ils pourront les désactiver si par exemple la personne il y a eu un souci ou je ne sais quoi, et il y aura une colonne en plus bénéfice-perte et on pourra savoir combien la personne par rapport à la mise a rapporté sur les 10, 30 dernières parties pour savoir si réellement la personne est rentable. Parce qu'on est quand même dans un jeu, mais aussi il y a une question d'argent, c'est important. Ça, bon, de toute façon, on reviendra s'il y a des questions. Je sais que c'est une partie un peu compliquée. Donc, offre et récompense. Donc ça, c'est à chaque fois que je vais terminer une partie, je vais recevoir des coffres qui vont. Pourquoi je reçois pas directement la récompense après ma partie? C'est parce qu'en fait, ça sera des pools de 24 heures et du coup, la récompense sera délivrée au bout de 24 heures. Donc après chaque run, vous aurez en moyenne à attendre 24 heures pour avoir votre coffre parce qu'il faut qu'on ait toute la data des perdants, des gagnants, etc. Il y a des choses qu'on va redistribuer aussi. Donc, on aura des coffres tous les 24 heures et donc une fois qu'on a un coffre, c'est ici que ça se passe pour l'ouvrir.
Les lobbies maintenant. Les lobbies. Bon, je regarde le timer. Ça va passer, Nico, tu penses? C'est parfait, Oh oui, tu peux t'inquiète. continuer, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Très Ok, intéressant. ok, super. Donc le lobby. Alors, j'en ai peut-être un petit peu parlé sur. Bon, j'en ai vaguement parlé sur le Discord et sur le site. Les lobbies, en fait, ça va être des maisons que vous allez pouvoir acheter de différentes tailles et qui seront personnalisables. Un lobby, en moyenne, enfin pas en moyenne, hein, elle peut avoir plusieurs machines. Donc un petit lobby peut avoir jusqu'à 4 machines. Un lobby, on le voit peut-être après. On va commencer par ça. Il y a différentes tailles de lobby, donc les tiny house, les adventure house, les manoirs, et donc du coup ils ont des tailles différentes en termes de sizing, mais aussi en termes de slots. C'est-à-dire qu'un lobby qui est petit, il pourra avoir moins de machines, et donc s'il y a moins de machines, ben, il aura un rendement qui sera inférieur, parce que plus on a de slots de machines, plus on peut avoir de machines, et plus on a de machines, plus ça produit de ressources. Ça va de soi. Et on peut avoir aussi des éléments de décoration dessus, et on peut aussi inviter plus de personnes sur notre serveur. C'est-à-dire que si on a une tiny house, on pourra avoir que 4 personnes sur le serveur. Une adventure house, on pourra en avoir plus. Et un manoir, on pourra en avoir plus. Et à terme, on prévoit de sortir des lobbies de façon un petit peu non définie, de manière un petit peu surprise. Des lobbies où on pourra carrément inviter plus de 100 personnes et poser pas des machines de production, mais des sortes de machines à sous, des tables de poker, des différentes machines de jeu où les gens pourront se regrouper, faire du social, etc. Ça, c'est important. On veut vraiment développer la partie sociale sur les lobbies. Ce qui est important de savoir aussi, on peut vendre via l'hôtel de vente. Il y a 10% de frais si on passe par l'hôtel de vente. Alors, je vais expliquer ce que ça correspond, ces 10% de frais. Mais pour résumer brièvement, sur les 10%, il y en a 8% qui seront versés à la run PVE, donc quand on va lancer les parties via les portails, et 2% qui sont dédiés au studio. Et quand on passe par les lobbies pour vendre, parce qu'on peut vendre sous forme d'étagère, on peut étaler un petit peu nos NFT, notre collection. C'est aussi un showroom, hein, et on peut aussi vendre. Donc, on espère que certains, d'ailleurs, en feront carrément du commerce, leur lobby, une sorte de magasin. Donc, on peut vendre. Et du coup, les frais seront moitié moins, donc moitié moins que l'hôtel de vente. Et on espère comme ça que les gens seront incités à aller acheter dans les manoirs, à rencontrer d'autres joueurs, enfin dans les manoirs, dans les lobbies, à rencontrer d'autres joueurs plutôt que d'aller directement dans l'hôtel de vente. Pour revenir un petit peu sur les lobbies, donc là, quand je clique sur lobby, je vois mes différents lobbies. Je peux avoir plusieurs lobbies. Je peux voir aussi les lobbies en ligne. Bon, la capture d'écran est dégueulasse, hein, les lobbies en ligne, on va pas se mentir, mais c'est juste pour montrer les différents lobbies qui sont présents. Voilà. Donc, on pourra aller comme ça se balader dans les différents lobbies des joueurs, voir le nombre de joueurs connectés, voir le type de lobby, si c'est un manoir, si c'est un lobby plutôt commerce, etc. Donc, du coup, quand on est dans son lobby, on pourra crafter. Donc, le lobby est toujours en développement, hein. Là, on va le voir aussi. C'est vraiment une partie qui est en train d'être aboutie. C'est pour ça que l'interface est pas. On a une interface, mais elle est tellement moche que je voulais pas montrer. J'ai mis un truc qu'on a fait comme ça. Donc les lobbies, ça va vous permettre de déposer vos machines. Donc les machines, ça sera des cartes NFT que vous aurez pu récupérer au préalable. Donc pour le premier mint, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous allez acheter un lobby, on va vous offrir d'emblée des cartes NFT, des machines NFT pour que vous puissiez crafter directement des ressources, des objets, etc. Ça sera pas le cas par la suite, hein, mais là, comme c'est le lancement du jeu, on va directement donner des machines aux personnes qui achètent le lobby. Donc une fois que vous avez vos lobbies, vous pouvez poser vos machines. Donc ça, c'est une interface classique. On s'est inspiré un peu de Minecraft, hein, pour être transparent. Donc en gros, les machines produisent des ressources. Il y a un cooldown, un temps de rechargement pour certaines ressources qui va définir un petit peu leur valeur de rareté aussi. Il y a différents crafts, je vais y venir après. Là, vous avez les éléments actifs que vous pouvez directement drag and drop, un petit peu comme dans Minecraft, dans les machines. En fonction du craft que vous faites, il y aura un temps qui sera différent et il y aura aussi un coût en élec. Le coût en élec, je vais en parler juste après. On va parler du token d'ailleurs par rapport à ça. Donc l'inventaire, passer en mode création. Donc passer en mode création, c'est en mode éditeur de lobby. Donc on passe en vue de dessus, comme voici. Et là, en fait, on peut poser ses machines, personnaliser son décor. Voilà. Par rapport au token élec, ce qui est important de comprendre, c'est que le token élec, déjà, on pourra l'obtenir uniquement via stacking du token AFL.
Donc pour expliquer, le token AFL, c'est le token de gouvernance du jeu. Avec ça, on peut acheter à peu près tout, c'est-à-dire les ressources, les machines. C'est la monnaie qui sera utilisée dans l'hôtel de vente et la monnaie qui sera utilisée lorsqu'on achètera dans les lobbies. Mais pour faire fonctionner vos machines, il vous faudra du token ELEC. Le token ELEC, c'est votre coût énergétique pour lancer vos machines. Par exemple, là, on voit ici une machine pour produire un certain nombre de ressources. Elle va avoir besoin de 10 ELEC. Voilà. Donc comme ça, ça permet de nous donner plus de valeur au token AFL, vu qu'il devra être stacké pour fournir du token ELEC. Et ça permet aussi d'avoir une monnaie qui n'est pas complètement centralisée. Enfin, pas une monnaie qui est complètement décentralisée, d'avoir vraiment une valeur in-game. Ça, c'est important. Donc on va passer à la suite. Donc les ressources machines. Bon, ça c'est un tableau Excel, c'est un petit peu moche, mais là ici en fait on a 9 machines qui sont listées. Il y a des machines qui peuvent produire des ressources, donc c'est elles qui vont être le vecteur de toute la production qui s'ensuit. C'est-à-dire que il y a des machines qui vont produire du bois et des plantes, de l'argent, de l'or, et en fonction de ce qu'elles vont produire, vous allez pouvoir derrière fabriquer différents crafts. Il y a des machines aussi qui peuvent fabriquer d'autres machines. Par exemple, la machine maker, elle va pouvoir fabriquer carrément des machines. Donc, c'est comme ça que les machines vont être créées dans le jeu. Il y a la création d'autres machines. Et du coup, là, vous voyez qu'il y a… bon, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Vous voyez que lorsque une machine… alors, comment expliquer? Du coup, les machines, vous voyez qu'elles ont différents niveaux. Elles peuvent monter du niveau 1, 2, 3, 4, etc. Et donc, pour éviter que tout le monde ait les machines niveau 4 et que y ait quand même un petit peu de durée de vie dans le jeu, on a une logique de burn. C'est-à-dire que quand vous allez essayer de monter une machine niveau 1 au niveau 2… Attendez, je vais boire un peu d'eau parce que j'ai la voix détruite. Ouais, je sais ce que c'est, ne t'inquiète pas. Ah ouais, c'est bien fun. Donc, quand vous allez essayer de passer une machine niveau 1, non, je crois que c'est le slide d'après, on va aller directement là-dessus. Quand vous allez essayer de passer une machine niveau 1 à niveau 2, en fait, vous avez 50% de chance que la machine soit détruite. Et si elle est détruite, bah, elle est perdue. Les deux machines sont perdues. Et donc, du coup, comme ça nous permet de cycler les machines et d'éviter d'avoir une machine qui monte trop vite de niveau et d'évaluer le cours du jeu, étant donné que toutes les machines vont être niveau max et ça sera aucun intérêt d'avoir les machines niveau 1. Et donc, du coup, les machines qui vont être détruites, elles vont pas être détruites totalement vu que leur valeur en gemmes va être redistribuée sur les runs. C'est-à-dire que celui qui a perdu, qui a crafté sa machine, elle va être détruite, certes, mais les récompenses en PvE, ceux qui gagnent des récompenses en PvE vont gagner des gemmes en fonction du nombre de machines qui a été détruite, qui va être lissé sur 30 jours, pour pouvoir permettre la construction de nouvelles machines. Ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre parce que c'est ça qui va nous permettre un petit peu de réguler l'économie, parce que nous, on va pouvoir aussi bouger un petit peu le pourcentage de gemmes qu'on va donner, qu'on va redistribuer. Et donc ça va influer sur le cours économique aussi. On va y venir après sur l'économie. Donc dans les lobbies, on peut avoir donc des éléments de décoration, des machines. On peut aussi avoir des reliques. Les reliques, c'est des éléments très 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 rares. C'est un petit peu des Dofus pour ceux qui ont joué. C'est des objets qu'on peut gagner dans des coffres ou en tuant des boss qui ont des taux de drop très très faibles, qui sont aussi des NFT et qui confèrent des avantages assez puissants à ceux qui les détiennent. Bon, je vais pas trop épiloguer là-dessus pour garder un petit peu de surprise, mais voilà, on pourra afficher un petit peu nos reliques comme ça dans les étagères et ils nous offriront des avantages en jeu. Ok, bon, on arrive à la fin, hein. Il reste 2 slides. Donc, pour récapituler un petit peu le modèle économique, donc, il y a 2 moyens de jouer. Soit on peut acheter un lobby et faire du build de machines, de ressources, etc. Donc, faire du build pour crafter des ressources. Soit on peut passer directement en mode free-to-play ou pay-to-play, comme vous voulez. Mais le lobby n'est pas une condition sine qua non pour jouer au jeu. Le lobby, c'est une condition pour faire du business, pour créer des ressources et améliorer son personnage. C'est quand même vachement important pour pouvoir aller loin dans le jeu. Mais ceux qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas l'argent
pour jouer, ils peuvent passer sans lobby, en mode free-to-play, et lancer une partie en mode PvE s'ils trouvent un associé, PvP en mode free-to-play. C'est possible aussi. Il y aura 2 ligues en PvP, en mode free-to-play et pas free-to-play, donc pour des récompenses. Et donc, du coup, ces gens-là, ils vont gagner des récompenses. S'ils ont un lobby, ça leur permettra de build des machines et de fabriquer des ressources et de vendre. De vendre soit les rewards, soit les ressources. Voilà. Pour expliquer globalement le modèle économique du jeu, pour build, il faut des tokens AFL pour acheter les machines et il faut stacker du token ELEC pour payer les coûts énergétiques. Voilà. Voilà un petit peu le récap très schématisé du modèle économique. Bon, ça c'est une partie un peu plus... Oui. Le ELEC est produit en stackant dans le fond le AFL, c'est ça? Tout à fait, ouais. Le ELEC, lorsqu'on stack du token AFL, il produit de l'ELEC. Et puis, le ELEC, est-ce qu'il peut être acheté d'une autre façon qu'en stackant? Alors, après, je pense que le ELEC, il aura aussi son cours. Mais on ne pourra pas l'obtenir en jeu. Si on l'achète à des joueurs, c'est que forcément, il a été stacké. OK. Donc, on pourra l'acheter quand même si jamais on n'en a plus pour continuer à jouer. On pourra, tout à fait, oui. On pourra en acheter. Il sera listé dans l'hôtel de vente, mais ça sera forcément des joueurs qui l'ont stacké. Ok, d'accord, merci. Voilà. Du coup, j'ai vraiment la voix qui part en live. Alors, ça c'est un petit peu technique. C'est surtout aux gens qui sont sensibles à l'économie. Mais comment va être calculé le run des récompenses PVP? Bon, déjà, on va redistribuer à 100% la mise de départ, c'est-à-dire les tokens qui ont été mis, on va les redistribuer à 100% aux joueurs selon le pourcentage d'arrivée. Ensuite, on va redistribuer aussi les gemmes. Les machines que j'expliquais qui sont détruites, on va redistribuer en gemmes selon le pourcentage d'arrivée aux joueurs, de sorte qu'ils puissent fabriquer aussi des machines derrière. Ensuite, les joueurs vont récupérer dans la run une taxe sur le vestiaire. Je vais refaire. Les joueurs qui stackent de l'argent, ils auront la possibilité de retirer cet argent. Ils seront taxés à 30% sur le vesting et cette taxation sera directement rajoutée au run des PVE pour toujours augmenter la rentabilité du run PVE. C'est très important pour moi parce que ce qui va faire en sorte que le projet, pour moi, il va évoluer, il va se développer, c'est parce qu'on a un jeu qualitatif derrière et on n'a pas un système de rendement qu'on peut trouver dans tous les jeux ou dans tous les concepts de stacking, un peu partout. Je pense que les gens ils vont venir parce qu'on a un jeu qui est cool et c'est ça qui va générer un rendement intéressant. Donc c'est pour ça qu'on mise tout sur la rentabilité du PVE, du run in-game. Donc il y aura aussi les drops des skins, des trophées. Donc ça c'est des choses qu'on va ajouter en plus. En plus des tokens qui ont été mis à la base, on pourra aussi gagner des trophées, etc. Et il y aura aussi la récupération des taxes sur les hôtels de vente. Donc je vous disais tout à l'heure, les 8% de taxes, enfin en tout il y a 10% de taxes quand on fait une vente, et il y a 8% qui seront versés à la run et 2% qui seront versés au studio. Et ensuite, pourquoi on prend des fees? Parce que en fait, on a prévu tous les 6 mois de développer le jeu, de développer des nouvelles maps, et donc il va nous falloir aussi du rendement pour continuer à améliorer le jeu. Ce qui ne sera pas redistribué, ça sera les consommables, les munitions, les potions, les clés, etc. Tout ce qui a été détruit pendant la partie, ça c'est perdu. Donc un petit point sur la tokenomique. Bon, je vais pas trop épiloguer le dessus. Là, c'était vraiment un live gameplay. Cela dit, je vais quand même expliquer les grandes lignes. Il y aura un IDO, une ICO pour commencer, qui se déroulera en plusieurs rounds, donc round A, B, C. En fonction de là où vous êtes, vous pourrez débloquer l'argent plus ou moins vite et plus ou moins d'argent. En l'occurrence, si vous êtes au round A, l'argent va être le prix du token va être beaucoup moins cher. Par contre, il sera bloqué beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'il sera bloqué 9 mois et vous ne pourrez pas débloquer l'argent. Si vous arrivez dans 6 mois, pas du tout. Si vous arrivez au round B, l'argent sera loqué pendant 6 mois et vous l'achèterez à 35 centimes. Donc vous l'achèterez un peu plus cher, mais il sera loqué moins longtemps et vous pourrez délivrer 10% à la TGE, donc à l'émission. Voilà, donc on a suivi cette courbe un petit peu, je ne vais pas toutes les expliquer. Le token sera listé à différents prix, 20 centimes, 35 centimes, 50 centimes et 75 centimes via public sale.
Ça sera le prix du token de base. En termes de montant qu'on va essayer de lever, on est sur un beau projet parce qu'il y a pas mal d'investissements aussi. On aimerait lever sur la private sale autour de 3 millions et de lever à peu près de 2 millions sur la private sale, sur la public sale, pardon. Sur la token économique, il y a quelque chose que j'ai changé par rapport au début du projet. J'ai volontairement choisi de diviser par 2 l'offre du token. Je vois beaucoup de projets qui ont 100 millions de tokens en émission. Moi, je trouve ça très risqué parce que à terme, lorsque le capital sera full dilué, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils aient, s'ils ont un token listé à 75 centimes, 35 millions de force d'achat pour pas que le token s'écroule. Et moi, étant donné que le marché était un petit peu tendu, j'ai préféré minimiser les risques et diviser par 2 le token émis, quitte à lever un petit peu moins aussi, mais je trouvais ça un peu plus logique. Donc j'ai divisé par 2 la supply des tokens. Voilà. On arrive à terme. Excellent, excellent. Très belle présentation. Merci. Ok, donc je vais hop. Merci beaucoup. Du coup, merci aussi parce que sinon, j'aurais pas pu parler pendant 1 heure. Moi, c'est impossible. Avec la voix là, que j'ai là, c'est. Ok, mais déjà, merci beaucoup. Hein, très belle présentation. Alors, je vais juste. Attends, voir. Je vais juste fermer le stream. Voilà, super. Comme ça va être mieux. Et je vais me remettre en grand écran. Parfait. Merci beaucoup, très beau projet. Maintenant, les amis, dans le chat, si jamais vous avez des questions, je ne sais pas, Sophie, si tu en avais déjà listé. Mais si vous avez... J'avais justement Deal2 Crypto Gaming qui parlait de la bêta. Est-ce qu'elle va être en privé en amont ou pas? Alors, pardon, je vais monter un petit peu le son, je t'ai mal entendu. Est-ce que la bêta... Est-ce que tu m'entends mieux? Est-ce que la bêta sera privée en amont? Tout à fait. Il y aura une bêta privée. Public? Alors, c'est ce que j'ai listé dans la roadmap. La première phase de la bêta sera privée et donc ça va durer 2-3 mois, le temps qu'on module bien le modèle économique, le drop, le système de jeu, etc. Donc 2-3 mois bêta privée et après bêta publique. La chose, moi, qui m'était revenue en parlant du projet avec d'autres personnes aussi, puis avec ton début de présentation, qui d'ailleurs est excellente, et félicitations pour la voix. Est-ce que la relance du marché crypto est un critère essentiel à votre roadmap, si je comprends bien, le report de date? Alors, le critère essentiel, c'est le nombre de personnes actives par rapport au Discord. Après, il est évident que nous, étant donné qu'on a engagé des fonds déjà sur le projet, on va être sûr de ne pas se planter. Après, ça fait partie, c'est une partie importante, mais c'est pas la partie intégrante. Il va falloir qu'on ait une communauté qui soit engagée, active. C'est surtout ça qui sera déterminant. Après, si le marché repart pas, mais qu'on a des gens qui nous suivent, qui croient dans nos idées, dans notre projet, on ira en IDO, en ICO. Vous allez quand même aller de l'avant pourvu qu'il y ait une communauté derrière. Parfait. Est-ce que vous avez des chiffres en tête par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un chiffre magique ou pas du tout? C'est vraiment l'engagement global qui va faire... ouais, il y a quelques catégories comme ça. Après, moi, j'aimerais bien avoir 20 000 personnes actives avant de partir en IDO. OK. Ouais, c'est legit. Et puis, question petit b. Donc, si le marché reste plus en fonction bear plutôt que bull, est-ce que ça voudrait dire que, puis en même temps, l'engagement global, la roadmap pourrait donc s'allonger un petit peu plus pour question de sécurité, justement? Oui, c'est possible. C'est possible. Fonds, puis, c'est possible aussi. Que vous avez fait, là. C'est complètement possible. Après, on a déjà rallongé de 3 mois. Honnêtement, j'espère pas avoir le faire parce que nous, on a quand même des équipes, on est une boîte, donc il y a des salariés. Donc ça nous amuse pas de rallonger les projets. Surtout que derrière, il n'y a pas de rentrée d'argent, donc c'est du risque qu'on prend en plus. Évidemment. Donc on ne va pas trop s'amuser à étendre au maximum. On part pas d'un white paper, on se dit bon, on va attendre, et on a quand même derrière un rendement à trouver parce qu'il faut quand même payer l'équipe, quoi. Logique. Logique, c'est sûr qu'on a une boîte à faire tourner, on n'est pas tout seul. C'est ça. J'avais pas vu Xbrazer qui demandait par rapport, je reviens par rapport à la bêta, est-ce qu'il va y avoir une alpha également? Alors, il y aura. Le test. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y aura une alpha forcément, mais ça sera avec des personnes triées sur le volet. Des testeurs de jeu.
Ouais, ça sera l'équipe en interne et sûrement on prendra peut-être une centaine de personnes en avis externe, mais ça sera vraiment, ça sera pas en mode whitelist parce que c'est des gens qu'il faut qu'on connaisse, qui ont une certaine expertise. C'est pas en mode, on veut pas qu'il y ait des informations qui fuitent, etc. S'il y a des problèmes. Mhm. Donc, plutôt vers des vrais testeurs de jeux qui vont être Ouais. habilités à chercher, Après, découvrir s'il y a les des personnes qui failles, sont puis aller chercher les choses précises, là. complètement, ouais. Après, s'il y a des personnes qui sont engagées dans la commu et qui ont une vraie expertise, on sera là aussi, hein. On va chercher du monde, de toute façon. Mais ça restera quand même un petit comité. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça fuite non plus. Mais on a eu déjà Hmm. des belles, Ben, des disons beaux que si projets. on a un énorme bug, un truc ridicule qui se passe, et si la personne a fait une vidéo et qu'elle le met, ben, ça tue le projet un petit peu. Oui, effectivement, il n'y a pas que le Bear et le Bull, il y a les FUD aussi qui sont très à la mode en 2022. Hmm. On va essayer d'éviter avec votre projet et tous ceux qui nous tiennent à cœur également. Hmm. Moi, j'aurais une question au niveau marketing, etc. Parce que là, en ce moment, vous avez lancé le Discord il n'y a pas si longtemps que ça, le site il n'y a pas longtemps non plus. Au niveau de la croissance, ou alors plutôt. Alors, au niveau marketing, Ouais. on avait commencé à le faire un petit peu en interne, mais ça, c'était vraiment la phase 1. Là, je suis en contact avec une agence pour passer à la phase 2, quoi. Et vraiment faire quelque chose d'un peu plus costaud. Ok, donc c'est ça, pour aller chercher un peu plus de monde qui rejoignent les Tout à fait, Discord, ouais. etc. Tout à fait, ouais. Là, on voulait vraiment créer de l'organique, de le faire nous-mêmes, hein, essayer d'arriver à 1000 membres actifs sur Discord, 4-5 000 personnes. Mais après, derrière, pour aller toucher des plus gros, on va passer par des agences. C'est sûr qu'un point positif que je me suis fait dire aussi par rapport à vous, puis ça c'est une félicitation, là, votre Discord est bien monté pour justement à l'international déjà, donc ça c'est un point positif. L'autre chose que je me demande par rapport à ta présentation personnellement, c'est est-ce que vous voulez lancer le mobile play en même temps Pas que du le tout. jeu? La version mobile, elle arrivera 6 mois minimum après parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, hein, là-dessus. OK. Après, c'est un vecteur très important pour décloisonner le marché et toucher un maximum de personnes, surtout avec la partie free-to-play. Mais en Oui. termes de coût, pour l'instant, on s'axe d'abord sur le jeu initial et après le développement du mobile. Enfin, ça sera pas un développement, il faudra équilibrer les ressources, performance, etc. Mais ça va prendre du temps, donc vraiment, ça arrivera 6 mois minimum après la version de base. Parce qu'on sait qu'énormément de joueurs vont être, surtout en free-to-play, sur la version mobile. Tout à Donc, fait, c'est ouais. une façon d'aller chercher beaucoup d'engagement avec la version mobile. Mais Et C'est effectivement, on ne c'est peut que pas pour tout faire l'instant, en à même moins temps. qu'on. Après, si la LDO se passe très bien, on pourra peut-être tout faire en même temps. Ça sera peut-être l'occasion aussi, mais là, dans les plans, c'était prévu 6 mois après. Question de sécurité, encore une fois, c'est bien. Hum, hum. Vous Est-ce parlez beaucoup de sécurité, ça me plaît. est-ce qu'on pourra jouer avec un casque de réalité virtuelle en VR? C'est une bonne question. C'est une question qu'on s'est posée aussi parce que nous, initialement, on est un studio de jeux vidéo en réalité virtuelle. Pas pour le moment. Après, le jeu est pas prévu pour le moment. Surtout que, en fait, il y a des déplacements qui vont très très vite, vu qu'on est dans un fast FPS. C'est assez dynamique. Et en fait, quand ça va vite en VR, on est souvent affecté par le motion sickness, c'est-à-dire le mal de mer un petit peu. Donc, il faudra tester. Mais en tout cas, ce qu'on prévoit avec la boîte, c'est derrière, dans nos salles VR, de proposer une sorte de token aussi, de lier nos jeux VR avec la blockchain. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les cartons aussi. Et pourquoi pas le lier avec le token Afterland. On y réfléchira au moment venu, mais pour ce jeu-là, pour l'instant, j'ai peur que ça soit pas tout à fait compatible, étant donné que les mouvements sont très vite et ça pourrait être un petit peu nausée. Excellent, excellent. Il y a le nouveau casque de métal là, qui va sortir, je crois, bientôt. Ouais, ouais. Pour la modique somme de 1000 euros, je crois. Après, nous, les salles en casque, on a l'habitude de travailler avec des casques qui coûtent cher. Nous, ils coûtent à peu près 2000 euros les casques qu'on utilise dans nos salles d'arcade. Ok, Donc, ouais, je pense bien. Je pense bien. hmm. Ok, au niveau question, est-ce qu'on en a encore? On avait une nouvelle question de X-Brazer, la même personne que tout à l'heure. Les personnes qui jouent en free-to-play seront dans Oui. les mêmes parties que que celles qui payent, qui sont en Non, pay-to-play. non, il y aura une pool différente. Il y aura une pool différente et cette pool-là sera financée en partie. D'ailleurs, c'est dans la taxe de l'hôtel de vente. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais il y a 1% des taxes de l'hôtel de vente. C'est pas 8%, c'est 7%.
c'était une erreur. 1% qui est dédié à la pool free-to-play pour la financer, sur la taxe de l'hôtel de vente. Excellent, Et excellent. du coup, ça sera une pool basse fréquence. Si les joueurs veulent jouer avec une mise normale, il faudra qu'ils trouvent un associé. Aussi, au niveau investisseur, moi, admettons, je suis un investisseur. Tu vois, j'ai envie d'investir, j'ai envie de jouer aussi, certes, mais j'ai envie d'investir. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, admettons, pour essayer d'avoir des revenus assez sympathiques, on va dire. Donc, acheter un lobby, ça j'ai bien compris. Tu as plusieurs stratégies. Déjà, donc, tu es investisseur, tu n'as pas envie de jouer au jeu, hein, c'est ça? Tu as envie de vraiment admettons, oui, tout à fait. Je suis un investisseur. J'ai pas, dans cet exemple, j'ai pas envie de jouer au jeu, j'ai envie d'investir, j'ai envie de recevoir des revenus. Le mieux, c'est de balancer un maximum de demandes d'association. Comme ça, tu auras peut-être 10 personnes qui vont travailler pour toi. Si tu es un investisseur, clairement, il va falloir que tu finances des portails, des tokens, et comme ça, tu pourras avoir une dizaine de personnes qui travaillent pour toi, qui jouent pour toi quotidiennement, et toi, tu pourras récupérer le fruit de leur travail, en fait. Après, si tu veux, tu as aussi la partie lobby. Si tu pourras faire de l'achat-revente ou te spécialiser dans, étant donné qu'il y a plusieurs machines avec différents types de ressources, et tu pourras te spécialiser dans la ressource qui va bien, par exemple la production du bois, de l'or, de l'iron, et faire monter tes machines, si tu as un petit peu de trésor, en niveau 1, 2, 3, parce qu'elles vont prendre énormément de valeur quand elles vont monter de niveau, étant donné qu'elles ont 50% de chance de disparaître. Donc ça te permettra de faire du business comme ça. Mais le plus simple, si tu veux pas te casser la tête, tu arrives avec un petit peu de liquidité et tu pourras trouver facilement, je pense très très facilement, une dizaine de personnes qui vont jouer pour toi quotidiennement. Et vu qu'on a consacré une énorme rentabilité à la partie PvE, le jeu, on espère, sera très rentable lorsque les gens jouent. Et donc s'il y a des gens qui jouent pour toi, ça sera rentable pour toi aussi. Parfait. Puis au niveau de la blockchain, pour l'instant, c'était Immutable X, mais c'est pas encore sûr, quoi. Ouais, alors pour l'instant, on n'a pas encore commencé, pour être totalement transparent, la partie intégration blockchain. On attend vraiment de finir le bloc PvE et on voulait aussi que l'IDO se passe parce que c'est quand même beaucoup d'investissement pour passer sur la blockchain. On a contacté une boîte française, on veut que tout soit français. Et c'est quand même beaucoup d'argent pour connecter en fait notre jeu à la blockchain. Étant donné qu'il y a pas seulement connecter les smart contracts, il y a aussi la partie sécurité qui est très importante, surtout qu'en plus on va faire une marketplace, donc il y a une partie aussi desktop, parce que la marketplace sera aussi accessible depuis le site internet, pas forcément depuis le jeu, et aussi depuis internet, pour les gens qui veulent faire du business un peu depuis leur hôtel de vente. Et donc il y a une grosse partie, donc on attendait vraiment l'IDO pour financer ça. Mais du coup, pour répondre à ta question, initialement, on avait démarré les démarches avec Immutable X, mais étant donné qu'ils vont perdre Illuvium et que il y a pas mal de personnes qui se retirent du projet, pour l'instant, on ne sait pas trop. Pour l'instant, ça devait être Immutable X, mais c'est possible qu'on parte sur Polygon. On est vraiment entre les deux. Bon, de toute façon, l'un ou l'autre, Polygon, c'est très très bon aussi, hein, c'est parfait. Okay. Mais ça arrivera, mais dès que l'IDO il est terminé, c'est la première chose qu'on fait. On paye les mecs pour aller pour nous connecter à la blockchain, et donc on aura ces discussions vraiment de manière très très poussée avec eux. Et puis si on revient à la partie investisseur, est-ce que, je ne sais pas si tu l'avais dit dans la présentation, mais je pense pas, est-ce que c'est possible d'avoir plus qu'un lobby? Tu peux avoir plusieurs lobbies, oui, tout à fait. Tu peux avoir, j'avais défini un max jusqu'à 5 lobbies, mais voilà, tu peux en avoir plusieurs. D'accord. Je pourrais avoir un lobby qui fait du bois, un lobby qui fait de l'or. Ouais, tu pourras complètement spécialiser tes lobbies, ouais. C'est complètement l'objectif. Tu pourras avoir un lobby commerce aussi, où tu fais venir des gens. Comme tu as des taxes qui sont moindres par rapport à l'HDV, tu pourras essayer de le faire monter un petit peu par rapport aux autres lobbies en ligne, etc., partager, etc. Et il y a des lobbies qui seront commerciales, d'autres production, d'autres sociales, c'est l'objectif. Cool. C'est top, on sent que on sent que même si le projet n'est pas encore sorti, puis qu'on parle de plusieurs mois, on sent que tu es déjà investi dans le projet, on sent que tu maîtrises, on sent que tu as une maîtrise de ce que tu dis, on l'a senti d'ailleurs avec la présentation. Donc c'est chouette, c'est sympa, ça rassure aussi. Ben, contrairement à beaucoup d'autres projets, nous on est une boîte française, on est une boîte qui existe.
Si on voulait monter un scam, on n'aurait pas fait avec une boîte qui a déjà 15 centres de réalité virtuelle en France, avec une marque qui est reconnue. On est une vraie équipe, quoi. Donc on a un vrai gage de qualité et on espère amener de la confiance aussi avec ça. Ouais, tout à fait, exactement. Souvent, tu sais, moi qui suis dans le domaine depuis pas mal de temps, souvent, bah voilà, on te balance un super beau white paper avec plein d'onglets, plein de textes, on t'explique même le ROI, etc. Le site est magnifique. Ouais. Mais en fait, tout compte fait, tu vois, il te balance, si tu veux, ce que toi, tu as envie de voir, tu vois, en tant que joueur et en tant qu'investisseur. Mais il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de concret réellement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scams aussi, hein. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir et qui vont sans doute encore se faire avoir malheureusement. Mais moi, je trouve ça rassurant, tu vois, effectivement, d'avoir un projet, une team française, la team existe déjà, vous êtes déjà en place, vous savez faire des jeux vidéo aussi. Et puis on sent qu'il y a une maîtrise du sujet, donc c'est chouette. Ah oui, et puis surtout, Afterland, nous, ça fait presque 2 ans qu'on y bosse dessus, donc on commence à le connaître, le projet. Bien qu'il ait changé. À la base, le jeu était dédié sur PC et Switch. Il devait sortir sur Switch un peu après. Mais on a considéré il y a 8 mois, un peu plus maintenant, parce que non, en fait, que c'était une meilleure opportunité de le lancer sur un marché blockchain, parce que même si le marché blockchain, là, il s'est un petit peu tassé, moi, je suis convaincu quand même que le play to earn, ça reste l'avenir des jeux e-sport et communautaires. Je trouve que ça apporte vraiment de la valeur sur le marché. C'est quelque chose, c'est un service qui n'était pas proposé avant. Le fait de pouvoir comme ça de miser, de pouvoir gagner de l'argent. Avant, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui jouent à des jeux qui rêvent d'être joueurs pro. Avec la blockchain, tu peux être joueur pro dans ta chambre et gagner de l'argent comme tout le monde, quoi. Et ça, je trouve que c'était un service qui n'était pas proposé avant. Et c'est pour ça qu'on s'est mis dessus. Ouais, tout à fait. Moi, il y a plusieurs choses que j'aime dans votre projet. Et puis, c'est aussi le fait, justement, de jouer et de gagner, pas de click to earn, pas de risk to earn et compagnie. Ouais. Et aussi le fait de Ponzi. Tu sais, souvent, voilà, bon, Tout à fait, ouais. il y a beaucoup de choses la vie est un Ponzi, ça, on le sait, mais c'est vrai que vous, le fait qu'on va choisir trois genres de jeux, donc bronze, argent, or, et puis que c'est les joueurs qui perdent, tout compte fait, qui vont payer ceux qui gagnent. Au moins, on sait d'où vient l'argent. On ne crée pas de la valeur comme ça et la valeur est liée directement au token. Là, c'est vraiment, on joue contre les joueurs et on est dans un vrai jeu équilibré, quoi. Après, au niveau des modes de jeu, est-ce que. parce que tu vois, quelqu'un qui a plein d'accessoires, qui a upgradé son personnage, qui est fort, tout compte fait, est-ce qu'il aura autant de chances que celui qui vient d'arriver? Tu sais, le débutant, là, il vient d'arriver, voilà, il s'inscrit par exemple au argent. Bah, c'est sûr que le mec qui est là depuis 3 mois, il va gagner, tu vois, c'est sûr, à tous les coups, il va gagner, lui. Est-ce que. Après, c'est normal parce que s'il y a une notion économique, si la personne elle investit de l'argent, c'est normal qu'elle ait un retour sur investissement. Oui, on est d'accord. On est tout à fait d'accord, exactement. Donc de toute façon, après, quelqu'un qui évolue son personnage, il a tout intérêt à aller dans l'or, admettons, où là c'est plus que 20%, fait, les ouais. récompenses sont plus élevées. De passer en x10 et de se faire 10 000 euros par mois s'il est bon. Et puis après, bah, il meurt bêtement au bout de 30 secondes de jeu. Voilà, mais après, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Et on pourra jouer à plusieurs, hein, c'est ça, hein. Alors, pardon, il y avait une moto qui passait, excuse-moi. On pourra jouer à plusieurs ou pas? Bien sûr, on pourra jouer en coopération jusqu'à 4 joueurs à chaque run. Ça, c'est top. Ok. Bah, du coup, Sophie, je pense qu'au niveau question, on est bon, je pense, hein. On est bon en question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait une dernière question? De toute façon, des lives, je pense qu'au fur et à mesure, on en prévoira. Voilà, là, c'était vraiment une grosse présentation. La prochaine fois, je laisserai peut-être plus de temps aux gens de préparer des questions. Mais là, je voulais vraiment poser les choses, montrer vraiment ce que c'est le jeu, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'incompréhension aussi, donc j'ai pris une présentation un peu plus conséquente. Et j'espère que les autres présentations, on pourra un peu plus échanger avec les gens, qu'il y aura un peu plus de tac au tac, ça sera avec grand plaisir. Parfait, excellent. Donc, mais en tout cas, Kevin, merci beaucoup. Je pense qu'en termes de questions, on est correct, on est bon. Merci beaucoup pour cette très belle présentation, très très beau jeu, hein. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde et puis ça fait plaisir, enfin, je dirais, d'avoir un beau projet aussi, hein, parce que, hein. Nous, on fait des jeux à la base, hein. Pour être transparent, on fait pas des jeux blockchain, donc tout ce qui est clickbait, clicker, etc., ça me plaît pas. Nous, on voulait vraiment centrer l'expérience autour du joueur et à construire comme ça le modèle économique autour, mais le nerf de la guerre, c'est vraiment le play et pas le earn. Et ça, c'est important.
Exactement, exactement. C'est très très important. Ben, Kevin, ben, merci beaucoup d'avoir d'avoir participé à ce live aujourd'hui. Et puis, une pluie de compliments en chat. Donc, bravo, bravo, alors, je suis pas sur Tout le Twitch. monde est Je suis super pas sur content. Twitch. Ok. Je suis pas sur le live là, je suis sur Discord, mais j'ai regardé après. Je te transmets, en fait, tout le monde te dit bravo, merci, merci, merci. Donc, parfait. D'accord, mais super, merci. Non, Merci beaucoup. c'était top, c'est rare, moi ce que je disais tantôt en intro un peu, c'est rare d'avoir un projet comme le tien, tu vois. Tu sais, moi j'en ai vu des projets, hein, j'en ai beaucoup beaucoup vu, hein, et puis, puis je trouve que c'est bien ficelé, hein, il faut se le dire, donc on a hâte de l'essayer. Ben, moi aussi. Moi j'ai hâte que ça soit en place, de commencer à faire vivre le projet, faire vivre la communauté. Ça, c'est vraiment. À chaque fois qu'on fait un jeu, on en a fait des jeux VR et quand on commence à regarder les gens qui jouent en salle, c'est vraiment le kiff, quoi. Et là, c'est pareil, on est vraiment on a hâte de pouvoir montrer notre bébé, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Bah tiens, la dernière question, allez, avant de couper. Le multicompte, c'est autorisé ou pas? Alors, c'est une bonne question. On sait pas forcément. Étant donné que tu pourras pas run en multi-compte, à moins d'avoir des bots très très poussés. Après, sur la partie lobby, je vois, étant donné que tu peux avoir plusieurs lobbies, je vois pas forcément quelle valeur ça va apporter. Effectivement. Mais je vois pas en quoi ça serait problématique au jeu dans les médias. Ok, parfait, exactement. Bon, super. Ok Kevin, ben, un grand merci à toi, très très bonne soirée, et puis on se donne rendez-vous prochainement, hein. On organisera une prochaine AMA d'ici quelques semaines. Avec grand plaisir. Merci Nicolas, merci à tout le monde. Bonne soirée, à bientôt. Ciao. Merci.